Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karin Kneißl, l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. Donc bienvenue dans l'émission, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour, professeur Diesen. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, vous avez quitté l'Autriche pour vous installer en Russie, où vous travaillez désormais comme professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg. C'est d'ailleurs là que j'ai moi-même étudié en 2006. Et vous y dirigez le Centre Gorky, qui est un observatoire géopolitique consacré aux enjeux majeurs de la Russie. Là-bas, vous vous penchez sur les défis géopolitiques et socio-économiques de la Russie, ce qui est un sujet très intéressant car, comme nous le savons, la Russie a opéré un immense pivot géoéconomique du traditionnel Occident vers l'Orient. Je suppose que cela s'est vraiment intensifié en 2014, lorsque son rêve d'une grande Europe s'est éteint et qu'elle a commencé à se tourner vers l'Est. Mais ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que, en examinant les sanctions et en abordant certains des défis économiques, vous montrez à quel point les sanctions occidentales ont considérablement intensifié ce changement. Vous êtes donc vraiment la personne idéale à qui parler pour comprendre sur quoi la Russie travaille, et aussi pourquoi l'économie russe surpasse désormais ses homologues européennes, malgré ces sanctions sans précédent. Alors, comment expliquez-vous ce que fait l'économie russe? Quels sont ses principaux défis, ainsi que les opportunités offertes par ces réajustements qu'elle opère? Eh bien, permettez-moi de commencer par une citation du PDG d'une grande entreprise du secteur des minerais. Nous avons organisé une table ronde sur les ressources et ces soi-disant accords sur les ressources que les États-Unis envisagent avec certains pays comme l'Ukraine. Et ce monsieur a dit, à la fin du mois d'avril, nous avons tenu cette table ronde au centre Gorky. S'il vous plaît, ne levez pas toutes les sanctions, car les sanctions nous ont aidés à nous diversifier, à nous renforcer, à vraiment trouver de nouvelles voies et à recruter d'autres personnes. Et le mot-clé que l'on entend sans cesse en Russie est souveraineté technologique. Ainsi, ce que les entreprises et le gouvernement achetaient depuis des décennies, ils essaient maintenant, même si cela ne fonctionne pas dans tous les domaines comme ils le souhaiteraient, mais cela s'améliore de plus en plus, de le faire eux-mêmes. Et cela concerne, lorsque l'on parle de souveraineté technologique, les dispositifs d'extraction dans le secteur du pétrole et du gaz, mais aussi le lithium et les soi-disant terres rares. Mais cela concerne aussi, bien sûr, les logiciels pour ordinateurs, pour toutes sortes de productions. J'ai visité, par exemple, des entreprises dans l'Altaï l'année dernière, où j'enseignais, un petit institut très intéressant, mais un environnement vraiment fascinant, où les gens se consacrent pleinement à leur éducation. Et donc, lors de cette visite, ils m'ont aussi fait visiter une petite entreprise pharmaceutique, mais très efficace, qui travaille avec la médecine alternative, mais aussi avec la médecine chimique classique. Et ils ont dit qu'en 2022, leur logiciel était fourni par des entreprises pharmaceutiques allemandes. Ils ont tout arrêté. Donc, du jour au lendemain, ils n'ont tout simplement pas pu continuer la production de leurs biens. Heureusement, dans ce cas, un autre pays de l'UEPML, de façon intéressante, est intervenu et leur a fourni le logiciel. Mais ils travaillaient à obtenir leur propre logiciel. Tout tournait autour du logiciel. Ainsi, la souveraineté technologique a été un moteur d'innovation important. Encore une fois, cela ne fonctionne pas à tous les niveaux avec la même ampleur que les ambitions affichées. Mais cela a surtout changé la donne en ce qui concerne le choix de vos partenaires et de vos clients. Et ici, bien sûr, nous voyons les Asiatiques intervenir, nous voyons l'Inde, la Chine et d'autres partenaires d'Asie du Sud.
non seulement en tant que client du pétrole, du gaz et d'autres minéraux, mais aussi en tant que partenaire dans l'acquisition de cette souveraineté technologique. Donc cette citation, s'il vous plaît, ne levez pas toutes les sanctions, est très révélatrice, car laissez-moi vous donner un autre exemple très concret, peut-être encore plus convaincant. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de produits alimentaires en ce qui concerne le blé, les céréales et l'huile de tournesol. Elle rivalise avec l'Ukraine pour la première place concernant l'huile de tournesol. Mais pour le blé et les céréales, la Russie est numéro 1. Et cela n'est que la conséquence des sanctions agricoles de 2014 et des contre-sanctions imposées par les Russes. Car la Russie était aussi un importateur de produits alimentaires, dans les produits laitiers, dans le fromage par exemple. Cela a changé. Ici, la Russie n'a pas seulement remplacé les importations par la production nationale, mais elle est réellement devenue un exportateur. Et donc les sanctions ont clairement aidé. C'est comme, je le sais par ma propre expérience de travailleur indépendant pendant 23 ans, chaque fois que vous perdez un contrat, vous devez chercher autre chose. Vous comprenez. Vous êtes forcé de survivre. Vous êtes forcé de devenir plus innovant. Je n'aurais jamais développé tout mon sujet sur l'énergie si j'avais pu simplement vivre de l'enseignement du droit international. Donc, au lieu de simplement enseigner le droit international, je me suis tournée vers les domaines du pétrole et du gaz, ce qui m'a beaucoup appris et beaucoup façonné. C'est la même chose. Lorsque vous subissez des pressions, vous devenez plus innovant. Cela arrive aux individus, cela peut aussi arriver à des sociétés entières, des entités étatiques, des économies. Donc, pour résumer, la pression extérieure a rendu l'économie plus innovante. Mais il y a un petit mais, bien sûr, à tout cela. Il y a un problème, c'est discuter ouvertement, rien n'est caché. Cela a également été un sujet abordé dans une certaine mesure lors du SPIEF. Il s'agit des taux d'intérêt élevés et cela fait souffrir les gens. Vous avez des taux d'intérêt autour de 20% et il est impossible pour une personne moyenne de contracter un prêt pour un appartement, de prendre un crédit, parce que vous dirigez une entreprise et que vous devez investir. J'ai assisté à plusieurs débats où des représentants de grandes entités et d'entreprises de taille moyenne disaient « Cela doit changer ». Donc, les taux d'intérêt sont un lourd fardeau pour l'économie. Eh bien, parfois j'ai l'impression que la Russie doit réapprendre. Enfin, elle a réappris certaines de ses leçons de la seconde moitié du XIXe siècle. À cette époque, Sergei Witt, le ministre des Finances vers la fin du XIXe siècle, avait fait remarquer « Nous sommes en train de devenir une quasi-colonie pour les autres Européens. C'est-à-dire que nous exportons des matières premières et nous importons leurs produits manufacturés. Toutes nos économies sont construites pour alimenter les leurs. » Dans les années 1990, on avait l'impression qu'il retombait dans ce schéma, c'est-à-dire que la Russie n'exportait que de l'énergie, puis utilisait les revenus de cette énergie pour acheter des biens manufacturés à l'Ouest. Ainsi, cela est devenu très confortable, dans le sens où il n'y avait pas trop d'innovation ou de remise en question. Mais ils se sont désindustrialisés et sont devenus de plus en plus dépendants. Je pense donc que cette substitution aux importations est quelque chose que tous les pays ont pratiqué pour établir leur souveraineté technologique. C'est une tendance commune depuis 200 ans. Mais en général, cela concerne des secteurs où l'on suppose une compétitivité internationale. Donc, à un certain moment, on retire les subventions ou la protection en partant du principe qu'ils peuvent être compétitifs à l'échelle internationale. Désolé, tu voulais dire quelque chose.
Oui, il y a une idée qui me vient à l'esprit, si cela vous intéresse, vous et notre public. Rappelons-nous la prudence dont a fait preuve Lula Guerra lorsqu'elle a voulu instaurer des sanctions contre les États-Unis. Oh, pas des sanctions, pardon, c'était des contre-tarifs. C'est un sujet différent, mais d'une certaine manière similaire. Et l'UNOMEB ne savait pas où appliquer les tarifs, car si elle avait taxé le bourbon américain, les États-Unis auraient répliqué en taxant le champagne français ou les vins italiens. Ils voulaient anticiper cela. La seule chose à laquelle ils pensaient, c'était les motos Harley-Davidson. Parce que pour tout le reste, l'UMR est terriblement dépendante des logiciels, des produits technologiques venant des États-Unis, des services techniques. Je me souviens que les Allemands discutaient au Bundestag de l'idée d'imposer une taxe sur les appareils Apple lorsque vous téléchargez, lorsque vous faites une mise à jour logicielle Apple, pour taxer cela. C'était, selon eux, la seule façon de nuire aux États-Unis. Et, contrairement à la Russie, l'UE n'a pas d'alternative à Amazon. Ici, en Russie, vous avez 3 alternatives différentes à Amazon. Vous avez Wildberries, vous avez Ozon, vous en avez d'autres. Donc, cela fonctionne parfaitement bien. Les gens reçoivent des livraisons même dans les villages les plus reculés comme chez moi. Je peux commander certains médicaments pour un chien. Je peux commander un certain appareil dont j'ai besoin pour la maison. Tout arrive en très peu de temps et tout cela n'existe pas dans l'UE. De plus, ici en Russie, ils ont développé leur propre solution. En fait, elle existait déjà auparavant, Pavel Durov, et sa réponse à Facebook, c'était VK. Et les gens l'utilisent. Donc tout cet univers technologique qui domine de plus en plus, ce n'est pas seulement une question de pétrole et de gaz, c'est pas seulement une question de voitures. Les voitures sont relativement faciles à produire. Mais bien sûr, la domination technologique des grandes entreprises du numérique, il y a des réponses de la part des Chinois, des Indiens, des Russes, mais pas de la part des Européens. Eh bien, c'est peut-être là le problème, d'avoir eu trop de confiance entre les Européens et les Américains. Par exemple, au début du 19e siècle, lorsque les Américains voulaient se détacher de la Grande-Bretagne et de leur dépendance à ces technologies, c'était parce qu'ils craignaient que les Britanniques ne portent atteinte à leur souveraineté. Le problème, selon moi, que nous avons eu en Europe, c'est cette supposition que nous faisons tous partie du même club, que nous sommes tous amis et alliés. Mais si l'on fait trop confiance, alors on est prêt à se rendre plus dépendant de cette technologie. Donc j'imagine que l'avantage pour la Chine, la Russie et d'autres pays qui entretiennent une relation plus difficile avec les Américains, c'est qu'ils ont la nécessité de créer des alternatives. Et comme vous l'avez souligné, imposer des droits de douane sans alternative nationale revient simplement à s'imposer une taxe à soi-même. Donc cela n'a pas beaucoup de sens. Mais dans cette quête de souveraineté technologique, vous avez mentionné les produits agricoles, mais aussi la capacité de créer un écosystème numérique en Russie. Pourtant, les sanctions qui étaient censées briser l'économie russe ont eu pour effet que la Russie, comme vous l'avez dit, ne semble pas non plus pressée de rétablir les anciens liens économiques avec les Européens. Car certaines sanctions semblent aujourd'hui s'atténuer. Les Américains souhaitent rétablir des relations normales avec la Russie. Cependant, les Russes ont plus ou moins déclaré qu'ils n'étaient pas pressés. Certaines entreprises seront autorisées à revenir, mais sous des conditions strictes. En savez-vous plus à ce sujet? Quelles conditions? Qui sera autorisé à revenir? Est-ce destiné à protéger certains partenaires nationaux et internationaux privilégiés? Ou s'agit-il simplement d'une préoccupation de ne pas se rendre vulnérable à une dépendance envers des partenaires qui se sont révélés peu fiables?
Eh bien, je n'ai aucune information susceptible d'avoir une valeur explosive et je ne la partagerai pas si j'en avais. Mais ce que j'ai, c'est la connaissance d'un lecteur intéressé. Et aussi mon conseil, que je donne habituellement lors de tables rondes et de conférences. Je dis toujours que ce n'est pas le moment d'être trop gentil, vous savez, parce que vous entendrez les autorités autrichiennes dire « Eh bien, nous sommes prêts à recommencer à fournir du gaz à l'Union européenne. Nous pouvons le faire. » Mais après tout ce qui s'est passé, mon conseil est avant tout qu'il devrait y avoir une compensation légale, car surtout dans le secteur des matières premières, il y a eu tant de violations du droit des sociétés, du droit international, de saisie de biens. Et le pire a probablement été le gel, puis la confiscation partielle des avoirs de la Banque centrale, de la Banque de Russie. Donc, c'est un aspect à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'être prêt à reprendre les affaires, à revenir à la normale. J'y mettrai un très gros point d'interrogation. Je pense que vous trouverez en Russie des personnes qui seraient très désireuses de le faire et d'autres qui diront « Eh bien, attendons de voir ». Et le gouvernement dirait sous certaines conditions. Donc, ces conditions, d'après ce que j'ai lu ces derniers mois, un sujet qui intéresse le public, ce sont les grandes marques, vous savez, l'industrie textile, les magasins que l'on trouve dans les grandes villes. Je ne vis pas dans une grande ville. Pour moi, c'est toujours comme une autre planète quand je viens à Moscou depuis ma province, mais dans les grandes villes, on voit que certaines marques ne sont jamais parties parce qu'elles voulaient continuer à faire des affaires en Russie. D'autres ont été rachetées par des entités russes. Mais ici, permettez-moi de rester dans le secteur du textile, c'est peut-être le plus visible. Les Russes ont commencé à prendre davantage conscience de leurs propres créateurs et de leur industrie textile. J'ai moi-même rencontré un jeune créateur à Khabarovsk, tout à l'autre bout de la Russie, au nord de Vladivostok. J'ai été très impressionnée par l'énergie, les idées, la créativité de ces personnes, car elles disent « Pourquoi continuer à imiter ce qui, pendant des décennies, a été une sorte de statut ?» Et donc, cela n'a rien à voir avec une sorte de réflexe nationaliste, comme certains critiques occidentaux pourraient le dire. Il s'agit simplement de développer notre propre tradition textile, nos propres idées qui existaient déjà ici, et cela représente, à mon avis, une évolution très positive. Ainsi, si certaines marques du secteur textile revenaient, elles feraient face à un public différent, des gens qui diraient « Pourquoi devrais-je dépenser une somme énorme pour un certain manteau si je peux avoir un manteau bien plus joli et unique créé par un designer russe ?» Donc ces choses ont changé, je dirais, aussi bien sur le plan culturel que mental, en ce qui concerne les préférences des consommateurs. Un domaine bien plus vaste où, bien sûr, d'énormes sommes d'argent ont été perdues, notamment par les Allemands et les Français, est l'industrie automobile. Au cours des 2 années où j'ai vécu ici, j'ai vu de mes propres yeux comment les Mercedes, Audi et BMW ont été non seulement progressivement, mais véritablement massivement remplacés par des voitures chinoises. Je l'avais dit auparavant et c'est très visible ici en Russie. En 2020, le dernier livre que j'ai publié en Autriche portait sur la transition de la mobilité, car j'ai toujours été très intéressée par l'industrie automobile. C'est un baromètre du prix du pétrole, et le prix du pétrole est un baromètre de l'industrie automobile. Ils vont donc de pair. C'est intéressant à observer. Et moi, j'ai affirmé dans mon livre il y a 5 ans que l'industrie automobile allemande allait rencontrer d'énormes problèmes pour diverses raisons. Nous n'étions pas encore dans la crise avec les sanctions,
mais pour beaucoup d'autres raisons, des raisons démographiques, des gens qui ne pouvaient plus se permettre d'acheter une voiture ou qui ne souhaitaient plus passer le permis de conduire. Et la montée de l'industrie automobile asiatique était déjà visible. Mais avec la perte du marché russe, les Allemands ont tué leur industrie automobile. C'est un fait. Donc, quand je parle avec des chauffeurs de taxi, il y a cette possibilité avec l'application Yandex, des services de taxi très très bons partout en Russie, où que vous soyez. Et si vous vouliez une voiture plus belle, plus grande, vous pouviez auparavant commander une Mercedes. Mais aujourd'hui, c'est plus une Mercedes qui viendra. C'est quelque chemin via mi-chemin Audi et une Volvo. It's something that looks in between a BMW and an Audi and a Volvo, and it's a Chinese production. Et c'est une production chinoise. Certains conducteurs vous diront, eh bien, ma Mercedes me manque, je la préférais. Et d'autres diront, mais cette voiture est tout aussi bonne que celle que j'avais, et elle est bien plus abordable. Les choses évoluent. Donc l'industrie automobile est, je dirais, le meilleur exemple et le meilleur thermomètre pour mesurer le degré de changement à l'intérieur de la Russie et par rapport à l'Union européenne. Si l'industrie automobile allemande envisage de revenir, il y aura peut-être quelques passionnés, des conducteurs de Mercedes passionnés, qui diront « Oh, je suis tellement heureux de pouvoir maintenant acheter le nouveau modèle de ma chère Mercedes », car c'était ici un énorme marché pour Mercedes. Mais je pense que cela ne sera plus possible, car au niveau de la concurrence en termes d'efficacité, de prix et de rapport qualité-prix, les choses changent. Donc ici, je pense que la perte est réelle et les Allemands perdent leur statut de champion de l'exportation, car ce statut était assuré par l'industrie automobile et cela n'existe plus. Si l'on prend un autre sujet, comme le retour des entreprises européennes ou occidentales, je pense que l'on pourrait voir, en général, si tout se passe selon certaines ambitions de Washington et de Moscou, car ils ont tous deux des agendas très ambitieux. Alors il se pourrait que les entreprises américaines soient autorisées à revenir dans le secteur du pétrole et du gaz, dans le secteur de l'assurance. J'ai beaucoup travaillé sur les compagnies d'assurance et de réassurance. Malheureusement, nous avons un monopole du monde anglo-saxon en ce qui concerne les compagnies d'assurance et il n'y a pas eu de véritable substitut mis en place. C'est une question d'investissement colossal, mais il pourrait y avoir une sorte de retour dans ces secteurs de services. Et un dernier mot à ce sujet. Je pense que les gens ne s'en rendent pas vraiment compte, mais certaines entreprises américaines ne sont en réalité jamais par-ci. Dans le secteur du conseil, vous avez Argus, ceux qui travaillent sur les plateformes de tarification et de négoce du pétrole et du gaz. Certains d'entre eux ne sont jamais partis. BP, qui détenait plus de 18% des parts de Rosneft, est toujours là de jure. De facto, ils sont partis. Mais de jure, ils n'ont jamais finalisé toutes les procédures pour sortir. Exxon, je suis presque certain qu'ils aimeraient revenir car ils avaient une énorme opération sur l'île de Sakhalin, si je me souviens bien. Donc je peux imaginer qu'il y aurait certaines entreprises américaines qui, en cas de normalisation entre Moscou et Washington, dans certaines circonstances, reviendraient, car elles remplissaient aussi certaines fonctions qui ne pouvaient pas être facilement remplacées. They also fulfill certain tasks which could not be so easily substituted. Souvent, lorsque nous examinons les principales connexions économiques dans le monde, elles peuvent être divisées en trois catégories. Il y a la connectivité technologique industrielle, donc vous faites référence à la souveraineté technologique, mais aussi la connectivité financière, lorsqu'on considère les banques, les monnaies et les systèmes de paiement. La dernière concerne la connectivité plus physique, les véritables corridors de transport par voie terrestre et maritime qui relient les États. Comment voyez-vous la progression de la Russie dans ce domaine? Car elle dispose de nombreux corridors, par exemple le corridor arctique et le corridor international de transport nord-sud.
Mais vous avez écrit, je crois, que Rotterdam appartient au passé. Vladivostok est l'avenir, ou quelque chose dans ce sens. Pourquoi Vladivostok, sur la côte pacifique, prend-il, par exemple, une telle importance? Et pourquoi est-il significatif de surmonter, je suppose, la dépendance excessive, du moins selon la vision russe, à l'égard des corridors de transport contrôlés par l'Occident? Je trouve très aimable de votre part de vous souvenir de ce titre que j'ai donné à un article et à un séminaire. Commençons par le corridor arctique. Ce qui est intéressant d'un point de vue juridique, c'est qu'il s'agit d'une voie navigable nationale russe. Ce n'est pas une voie navigable internationale. Elle ne pourrait donc pas être fermée comme cela a été le cas pour d'autres corridors, où les Russes ont simplement été exclus via des sanctions. Ainsi, la voie navigable nationale de la route du Nord, ce passage du Nord-Est, qui, en raison des changements météorologiques et climatiques, peut être utilisé non seulement de façon saisonnière, mais, dans certains cas, tout au long de l'année, constitue un projet immense. Et ce n'est plus seulement un projet, cela se réalise déjà. Les défis y sont énormes. Vous avez besoin de personnes. Vous avez besoin de personnes qui réparent les navires dans les chantiers navals. Vous avez besoin de personnes qui travaillent sur ces brise-glaces. Elles sont là. Beaucoup a été accompli par des techniciens et des entreprises russes, mais tout tourne autour du manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est un immense défi. Et à ce sujet, nous avons discuté, nous avons travaillé, nous avons rédigé des conclusions sur la manière d'attirer des gens dans cette région de la Russie pour qu'ils y travaillent avec de bons salaires et des perspectives, ce dont vous avez besoin. Il s'agit aussi de toute l'infrastructure de ces villes. Les ambitions sont donc élevées. Beaucoup a déjà été accompli. Et pourquoi est-ce que je pense que Vladivostok est l'avenir et Rotterdam le passé? À cause des changements démographiques aussi. Vladivostok est relié à Chennai dans le sud de l'Inde. Il se passe déjà beaucoup de choses, il y a beaucoup de transports maritimes et la Chine fait également face à un certain défi démographique, car sa population vieillit avant d'être devenue riche. C'est un immense défi pour le système de sécurité sociale chinois, tandis que l'Inde et d'autres États asiatiques comme l'Indonésie et le Vietnam, partenaires en croissance de la Russie. Le président indonésien était d'ailleurs l'invité principal du SPIEF la semaine dernière. Donc ces pays et régions, d'un point de vue démographique, représentent tout simplement bien plus l'avenir. Et nous revenons ici à des sujets comme la mobilité et l'élévation du niveau de vie. Les gens ont besoin d'acheter certaines choses pour cela. Ils auront besoin d'énergie fossile. On ne peut pas construire une société industrielle, principalement sur les énergies renouvelables. Impossible. Il vous faut une solution de secours. Acheter du pétrole, acheter du gaz. Ce sont donc les partenaires actuels et en croissance, et ils le seront de plus en plus à l'avenir. Quant au SPIEF et aux autres conférences, j'en ai pas tant que ça pour comparer. La première fois que j'y ai assisté, c'était en 2021, 2022, mais les choses avaient déjà changé à ce moment-là. Là où l'on voyait autrefois un certain nombre d'Allemands dominés, ils ont clairement été remplacés par des Indiens et des États du Golfe arabique. Ce sont désormais les grands partenaires. Donc, tout ce virage vers l'Est, qui sur le papier a eu lieu il y a longtemps, je crois me souvenir aussi que dans les années 1980, lorsque j'ai étudié à Washington seulement pendant 6 mois, la majorité des séminaires à l'université de Georgetown portaient déjà sur la zone Asie-Pacifique. Et cela se passait à l'époque de l'ancien président Bush, le père de George Herbert Bush, et il était entièrement tourné vers cette zone du Pacifique. Il s'agissait de relier San Francisco à Shanghai. Les États-Unis ont perdu cet élan. Malheureusement, ils se sont concentrés sur l'expansion de l'OTAN
tout au long des années 1990. Ils sont revenus en Europe alors qu'ils auraient dû se tourner vers l'Asie. Et aujourd'hui, c'est un nouveau monde dans cette région Asie-Pacifique, dominée par de plus en plus d'acteurs. Malheureusement, l'Europe se noie encore dans son eurocentrisme. On le ressent, on le lit à chaque instant, chaque jour. Et nous en sommes là. Je pense donc que Vladivostok, où beaucoup a déjà été accompli grâce aux investissements russes au cours des 20 dernières années, est l'un des centres de l'Est. Je partage vos préoccupations concernant l'Europe, car les États doivent effectivement s'adapter à la répartition réelle du pouvoir s'ils veulent adopter des politiques rationnelles visant à maximiser leur prospérité et leur sécurité. La plupart du monde s'ajuste à ces nouvelles réalités. Même les États-Unis, bien sûr, tentent de rapprocher leur économie de l'Orient, sur les plans technologiques, financiers et aussi à travers ces corridors. Mais je ne vois pas cela en Europe. Je pense qu'ils espèrent un monde qui n'existe plus, cet optimisme irréaliste qui nous ramène aux années 90, et ce faisant, ils ne parviennent pas à s'adapter à ces réalités. Oui, il est assez évident que nous sapons notre propre sécurité et notre économie. Mais l'une des institutions mises en place pour s'adapter à ces nouvelles réalités, c'est-à-dire le nouveau système économique international en émergence, est le BRICS. À quel point considérez-vous que le BRICS est important ou pertinent dans cette perspective de réorganisation de l'économie russe? Parce que, certains soutiennent qu'il n'a pas beaucoup de pertinence. D'autres le considèrent, je suppose, comme l'institution la plus cruciale. Je me demandais où vous vous situez sur cette question et pourquoi. Permettez-moi d'adopter une approche un peu formaliste, et je m'excuse d'être formaliste, mais puisque je viens du domaine juridique et que ma pensée est, pour ainsi dire, structurée autour du droit, les BRICS manquent encore d'une charte. Il leur manque le niveau institutionnel qui ferait d'eux une véritable organisation. Je sais qu'il y a eu de nombreuses voix, surtout du côté indien, qui étaient réticentes à en faire une organisation à part entière. Je pense que d'autres membres des BRICS, probablement aussi la Russie, auraient préféré transformer le groupe en quelque chose qui réponde vraiment aux critères d'une véritable institution, d'une véritable organisation. Pour cela, il faut une charte, un document fondateur, comme la Charte des Nations Unies ou par exemple de l'Organisation de coopération de Shanghai. En ce qui concerne les mécanismes institutionnels, l'Organisation de coopération de Shanghai dispose de quelque chose de ce genre. Les BRICS se sont développés dans toutes sortes de directions en matière de contact entre les peuples. On y trouve de tout, du sport aux réunions politiques, en passant par tous les domaines de la vie. Il existe désormais un chapeau BRICS qui coiffe tout cela. Mais il manque encore un cadre institutionnel. Certes, il y a une banque des BRICS, il y a du travail, nous avons une directrice Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, qui travaille là-dessus avec son équipe, et il y a différentes positions parmi les parties prenantes pour créer une monnaie des BRICS. Ce serait un véritable bouleversement. Ce n'est pas encore en place. Donc, selon mon point de vue formaliste, je dis toujours que les BRICS manquent encore de cette exigence juridique. D'un autre côté, selon une approche plus dynamique et moins formaliste, on pourrait dire que les BRICS interviennent là où d'autres organisations, en raison de leur léthargie ou parce qu'elles sont dépassées, font défaut. Par exemple, je m'attendais à ce que les BRICS prennent position sur cette confrontation Israël-Iran. Cela aurait été un test décisif pour que les BRICS apparaissent sur la scène géopolitique. Il n'y en a pas eu. Bien sûr, il y a eu beaucoup de diplomatie en coulisses, qui est la seule diplomatie efficace. Il ne devrait pas s'agir de communiqués de presse ou de réseaux sociaux, mais il y a eu de très nombreux appels téléphoniques entre Moscou, Pékin et Tel Aviv.
C'est donc probablement ce qui a contribué à stabiliser la situation, non pas à la résoudre, mais à la gérer d'une certaine manière. Mais les BRICS, en tant que tels, n'ont pas agi. But BRICS as such did not act. I said in an interview also that it should have. J'ai également dit lors d'une interview qu'il aurait dû se passer quelque chose, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, les BRICS interviennent, mais pas complètement. Mais bien sûr, il y a une diplomatie bilatérale qui n'existait pas autant qu'aujourd'hui. Ainsi, les BRICS, qui ont commencé au début des années 2000, et je me souviens très bien des conférences sur les matières premières auxquelles j'assistais à l'époque en tant que jeune analyste. Les BRICS étaient entièrement axés sur les ressources. On entendait des investisseurs de Londres, de Francfort, dire « Allez vers les BRICS, ce sont les fournisseurs de matières premières, ce sont les gros investissements à faire. » Jim Rogers, de grandes maisons d'investissement en Allemagne, je suivais tout cela. Et d'objets d'investissement, ils sont devenus sujets d'action politique, d'action économique. Les gens auraient écouté. Lorsque je suis devenue ministre en 2017, j'ai demandé à mes collègues de me fournir notre position sur l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Et ils m'ont regardé en me disant que nous n'en avions aucune. Nous n'en avions jamais discuté dans les conseils de l'Union européenne. Alors j'ai dit, vous n'avez jamais discuté des BRICS, vous n'avez jamais eu de documents, de position, de table ronde ou de réflexion sur l'Organisation de coopération de Shanghai? Rien. Et le fait qu'il y ait un manque de réalisme dans l'Union européenne, parce qu'au moins, il faudrait en discuter. Les États-Unis détestent les BRICS. Et lorsque Donald Trump a été informé de quelque chose comme les BRICS voulant sortir du dollar et dire adieu au billet vert, sa première réaction a été non. C'était une réaction très émotionnelle sur ses réseaux sociaux, comme il en a l'habitude. Donc les BRICS constitueraient certainement un obstacle dans les relations futures entre Moscou et Washington, mais cela peut être géré si une diplomatie intelligente est à l'œuvre. Mais les BRICS sont là, et ce n'est plus seulement un objet pour les investisseurs, mais un sujet. Il serait utile, à mon avis, même si j'admets être peut-être trop formaliste, qu'il dispose d'une sorte de structure juridique pour en faire réellement une institution dotée de mécanismes. Ainsi, dans le cas d'un affrontement comme celui entre l'Iran et Israël, il pourrait se lever et dire « Nous offrons un lieu alternatif pour discuter de certaines choses, pour servir de terrain de rencontre. » Voilà mes arguments. Oui, je pense que le fait que l'Europe ignore les BRICS est en partie un héritage du moment unipolaire, car après la guerre froide, beaucoup d'efforts pour organiser l'Europe se sont concentrés uniquement sur les institutions européennes. Cela a conduit par exemple à ignorer simplement les alternatives. Ainsi, l'OTSC, la coopération militaire post-soviétique, a proposé une coopération entre l'OTAN et l'OTSC pour éviter des frictions à somme nulle et harmoniser les intérêts. Et cela a simplement été rejeté. Ils ne voulaient pas du tout leur parler, car dès que vous leur parlez, ils sont perçus comme légitimés. Et alors vous avez un centre de pouvoir concurrent. Donc, la meilleure chose à faire est de faire comme si cela n'existait pas. Il semble bien que c'est ce qui se passe avec l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS. Oui, fermez les yeux, faites comme s'ils n'existaient pas. Mais ensuite, bien sûr, un tout nouveau monde est en train d'émerger. Et comme vous l'avez dit, nous n'en avons même pas parlé. C'est donc un terrain très dangereux. Mais oui, cela m'amène à ma dernière question. Pensez-vous, maintenant qu'une partie de cette guerre semble au moins atteindre ses dernières étapes, ou que les choses ne se passent pas bien, que les États-Unis, comme je l'ai dit, cherchent à normaliser à nouveau leurs relations avec la Russie. L'Europe aussi. Voyez-vous les Russes se montrer plus conciliants envers l'Amérique qu'envers l'Europe? Et dans quel domaine?
Parce que vous avez également fait remarquer auparavant, et très justement d'ailleurs, que l'Est repose davantage sur l'économie réelle, c'est-à-dire l'énergie et les sciences STEM, tandis que l'économie américaine est devenue très financiarisée. Donc, étant donné que de nombreux pays des BRICS et les économies de l'Est souhaitent gagner en autonomie et avoir leur mot à dire sur les questions financières, et pas seulement être à nouveau absorbés par le système financier américain, où se situent les limites? Selon vous, dans quel domaine la Russie sera-t-elle prête à faire des concessions aux États-Unis et aux Européens dans son économie? Eh bien, c'est une question cruciale, car d'un côté, nous voyons une approche très prudente, mais aussi efficace, de la part de Moscou et de Washington pour faire avancer un agenda. Ils ont commencé en février avec la première rencontre à Riyad entre les ministres des Affaires étrangères. Il y a eu plusieurs appels téléphoniques entre les présidents. Le premier, le 12 février, a vraiment brisé la glace. Cela a bouleversé la situation. Les Européens ont été pris par surprise. Nous n'avons pas été informés, nous n'avons pas été consultés. Allons, soyons sérieux. Qui va vous demander votre avis quand les présidents de deux grandes puissances s'appellent? Mais la façon dont ils ont réagi était très révélatrice. Ils étaient choqués. Et contre toute attente, ce rapprochement bilatéral progresse. Et voici mon analyse à ce sujet. Il y a beaucoup plus de symétrie entre la Russie et les États-Unis qu'il n'y en a, disons, entre la Russie et n'importe quel pays d'Europe, la France, l'Allemagne, les Français. Il y avait De Gaulle, qui voulait déjà, dans les années 60, que Paris, la France, l'Allemagne et la Russie coopèrent. Il y a toujours eu cette relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, mais il n'y a pas de symétrie. Et vous avez ces deux grandes puissances. Je considère toujours la géographie comme la principale constante qu'on ne peut pas changer. Et la géographie signifie qu'il y a deux grandes puissances. Nous sommes de retour à une situation de grande puissance. Le côté russe a fait tout son possible. Et je pense que ça avait beaucoup à voir avec l'attitude très personnelle du président Poutine, qui avait beaucoup d'affection pour l'Allemagne. Au fond, je dirais qu'il était vraiment personnellement intéressé à entretenir une bonne relation avec l'Allemagne, pour diverses raisons. Peut-être que cela venait aussi de la façon dont il a été socialisé dans sa jeunesse, mais cette approche n'a fonctionné qu'un certain temps, tant que certaines personnalités étaient en place. Lui-même a déclaré dans des interviews que depuis le départ de Jacques Chirac en France, il n'a plus de véritable interlocuteur là-bas avec qui dialoguer. Gerhard Schröder et Angela Merkel étaient aussi des interlocuteurs très particuliers pour lui. Mais comme nous l'avons vu, les choses ont évolué différemment depuis 2007. C'est pourquoi je pense qu'il faut mettre de côté ces facteurs personnels et vraiment se concentrer sur ce que la géographie et l'histoire nous enseignent. Et nous revoilà à la géopolitique, car la géographie est le facteur constant de l'histoire. Et à ce niveau-là, il existe bien plus d'opportunités pour une coopération normale, technique, quotidienne, entre les États-Unis et la Russie. Avant d'arriver en Russie, j'étais vraiment très ignorant à propos de ce pays. Je connais le monde arabe et l'Iran, mais pas la Russie. J'ai vécu aux États-Unis pendant une très courte période de ma vie, mais j'ai travaillé avec une université américaine pendant de nombreuses années. Je pourrais donc dire que j'ai une certaine expérience avec les États-Unis et chaque fois que nous parlons aujourd'hui de cette relation entre les États-Unis et la Russie, je dis qu'il y a bien plus de similitudes aussi sur le plan social. Je ne savais pas à quel point les sociétés étaient également proches. Et cela s'explique par le fait que les Américains n'ont pas ce fardeau de l'histoire. Il n'y a pas eu d'affrontement entre les États-Unis et la Russie. Oui, il y a eu la guerre froide, mais ce n'était jamais un affrontement direct.
Si vous ouvrez le site de l'ambassade des États-Unis à Moscou, vous trouverez encore de nombreuses photos montrant la lutte commune pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe donc certains éléments sur lesquels on peut trouver un consensus, y compris dans la lecture de l'histoire, car l'histoire n'est pas un fardeau aussi lourd que pour les Allemands, les Autrichiens ou d'autres Européens centraux. C'est une autre histoire quand on est au Portugal ou en Irlande, mais ils n'ont pas beaucoup d'influence au sein de l'Union européenne. La situation actuelle est donc la suivante. L'Umerborough a été prise par surprise. Les consultations au niveau des fonctionnaires se poursuivent. Il y a des appels téléphoniques réguliers entre le président Poutine et le président Trump. Contre toute attente, je dirais, durant ces temps très tendus que nous avons connus ces 2 dernières semaines, entre l'Iran et Israël, les choses avancent. Et cela est dû à la sobriété d'esprit. Même Donald Trump fait preuve de sobriété à ce niveau car il ne veut rien risquer. Ainsi, lors du dernier sommet de l'OTAN à La Haye, il n'a pas mentionné une seule fois l'Ukraine ou la Russie. Il s'agissait uniquement d'autres sujets. Nous nous retrouvons donc aussi dans cette situation étrange, et j'en ai parlé il y a quelques mois, où l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est plus le sujet principal. Mais il s'agit en réalité de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, car l'Union européenne est en train de devenir une entité militarisée. La Commission européenne s'arroge des compétences qu'elle n'a pas, juridiquement parlant. On observe donc une attitude plus détendue de la part de Washington envers la Russie. L'Ukraine n'est pas essentielle pour eux. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, alors gérez-le d'une manière ou d'une autre. Personne ici en Russie ne souhaite que cela devienne un conflit gelé. Il faut le résoudre, mais pour Washington, ce n'est pas une priorité. Pour eux, la priorité qui existait déjà sous Trump lors de sa première administration, c'est tout à propos de contenir la Chine. Et donc, on entendrait à Washington, eh bien, nous avons perdu la Russie au profit de la Chine et de l'Iran, et ainsi de suite. C'est l'évaluation. Et voici le point essentiel, car la Russie ne renoncera certainement pas et ne modifiera pas son partenariat, cette amitié sans limite, comme on l'appelle, avec la Chine. Cela est hors de question. Reste à voir comment ce triangle pourra être équilibré à long terme. Mais à court terme, nous assisterons assurément à une normalisation. Je dis depuis la fin février qu'il y aura des vols directs entre New York et Moscou avant qu'il y en ait entre Berlin ou Vienne et Moscou. Ce sera donc un changement très symbolique. Et ils ont beaucoup de choses à se dire, à partager. C'est l'espace. Il s'agit des sujets concernant l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient. Ils y ont des intérêts communs, pas toujours identiques, mais ils souhaitent tous deux une certaine forme de stabilisation. Ils sont tous deux confrontés à des groupes terroristes ayant une certaine origine moyen-orientale. Tout cela entre donc en jeu. Et permettez-moi de conclure là-dessus. J'ai assisté à une réunion il y a quelques semaines à Moscou, où le père d'Elon Musk, Errol Musk, était également présent, assis à côté du ministre des Affaires étrangères Lavrov. C'était aussi son premier voyage à Moscou. Il a été très honnête, très aimable dans ses propos sur ce tout premier voyage, des propos similaires à ceux que nous avons entendus de la part du journaliste américain Tucker Carlson, ou encore à ce que vous pourriez entendre d'autres Américains venus en Russie au fil des années. Et il y a aussi sur le plan humain, je dirais, une disposition différente à s'engager. Et puis c'est une question de mentalité et de géographie. Plus votre pays est grand, plus il peut être facile de rencontrer un autre grand pays. Permettez-moi de conclure là-dessus. J'ai eu la chance, en juin 2001, c'est vraiment il y a exactement 24 ans, d'assister en tant que correspondant indépendant à la rencontre entre le président Poutine et George Bush. Bush était en fonction depuis 1 an seulement, c'était avant le 11 septembre.
Et la Russie était dans une situation économique différente de celle d'aujourd'hui. Elle avait ses problèmes. Elle sortait tout juste des années 1990 difficiles, avec de lourdes dettes. Et je me souviens très bien de ce que Bush a dit lors de cette conférence de presse à l'époque. Il avait voyagé à travers l'Europe, il avait rencontré des premiers ministres, des présidents de toutes sortes d'États. Finalement, il arrive dans la petite Slovénie et rencontre le président Poutine. Il a commencé la conférence de presse par ces mots. Le président Poutine et moi, nous avons beaucoup en commun. Nous dirigeons tous les deux un grand pays. Vous savez, pour moi, cela en disait très long. Nous avons tous les deux filles, ce qui était une sorte d'approche personnelle, vous voyez. Interagissons aussi sur un plan personnel. Et il a dit quelque chose que j'avais mal compris à l'époque, mais que je comprends mieux aujourd'hui. Il a dit « et nous croyons tous les deux en Dieu ». Donc vous avez deux pays où la religion joue un rôle dans l'espace public, ce qui est différent de l'Union européenne. Et vous avez aussi, en ce moment sur le plan social, une nouvelle vague de conservatisme aux États-Unis qui ne s'arrêtera pas avec l'administration Trump. Je pense qu'elle va continuer. Et il y a tout le débat sur les valeurs en Russie, qui se déroule également sur un plan beaucoup plus conservateur. Donc tout cela, je pense, si l'on regarde le tableau d'ensemble, montre qu'il y a plus de convergence entre Moscou et Washington qu'entre Washington et les Européens, ou les Européens et la Russie. C'est un changement énorme, cependant. Je me souviens que dans les années 90, les Russes considéraient l'OTAN plus ou moins comme l'Occident mauvais et l'Européen comme l'Occident bon. Mais il semble que l'idée des bons Européens contre les mauvais Américains se soit clairement inversée aujourd'hui. Karen, merci beaucoup pour votre temps et vos analyses sur ces sujets qui ne concernent pas seulement la Russie, mais deviendront, je pense, de plus en plus pertinents pour le monde entier. Merci encore. Je vous en prie, professeur Diesen. Je vous souhaite également un bel été avec du temps pour lire des livres intéressants.